Eh bien, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la cellule. On va essayer ainsi de comprendre pourquoi on peut qualifier 7 éléments d'unité du vivant. Ce cours s'inscrit dans le programme de seconde SVT avec quand même plusieurs notions qui iront un peu plus loin pour que vous puissiez en apprendre davantage si vous connaissez déjà par cœur tout ce qu'on a vu en seconde. Tout d'abord, la cellule. Qu'est-ce que c'est? La cellule, il y en a plusieurs types. Je vous en présente deux types ici. On a d'abord à gauche des cellules de levure. La levure qui peut être utilisée pour faire de la fermentation et faire du pain, par exemple. Vous aimez, je sais pas, une brioche. Et ben c'est les organismes qui permettent d'avoir ce côté un peu aéré. Trêve de parler de pâtisserie. Donc ces levures, ce sont des êtres unicellulaires. Ils sont faits d'une seule cellule. On peut les voir. C'est ici sur la photo tout ce qui est en vert, les boules en vert. Ça c'est une levure à chaque fois. On voit qu'elles sont pas soudées entre elles. On a des espaces, comme je peux le montrer ici ou là. Ça va s'opposer à d'autres types de cellules, comme à droite, les cellules épithéliales. C'est les cellules ici de l'intestin. Ces cellules de l'intestin, on les devine plus difficilement. Par exemple, ici, ça c'est les limites d'une cellule que j'entoure en rouge. Et ces cellules, elles sont liées les unes aux autres. On a ici par exemple un ensemble de cellules. Cet ensemble de cellules, ça va former un tissu, qu'on appelle ici le tissu épithélial de l'intestin. Dans ces cellules, on voit aussi plusieurs choses. On voit bien les limites, que j'ai montrées ici en rouge. On voit qu'à l'intérieur, il y a deux composants. Il y a le composant qu'on voit ici un peu rose, qui est le milieu intérieur de la cellule, qui est qualifié de cytoplasme. Et on a plus foncé ici, ce qui va être le noyau. Et du coup, on va se poser des questions vis-à-vis de ces cellules. On va d'abord se demander de quoi est composé le vivant. J'ai déjà vendu la mèche. Le vivant, il est composé de cellules. Mais cette question, elle amène à se demander pourquoi ces cellules, elles forment une unité dans le vivant. Pourquoi c'est la plus petite unité même. On va se demander une question qui va découler de la première, c'est comment fonctionne la cellule. Et pour ce faire, on va surtout se concentrer sur les cellules dites animales, qu'on voit ici à gauche, et on peut appliquer ce qu'on va voir sur les cellules végétales et les bactéries dans notre temps. Donc la première cellule ici, c'est une cellule animale, là. La deuxième, ce que j'ai fait en vert, c'est une cellule végétale, où il va y avoir quelques petites choses qui vont changer à l'intérieur, qu'on pourra voir dans des cours prochains. Et enfin, la dernière cellule que j'ai représentée, c'est une bactérie, ici. Donc là, ça fonctionne totalement différemment d'une cellule animale, et on n'en parlera pas dans ce cours, mais on pourra en parler dans une autre vidéo. Donc, un petit sommaire. Tout d'abord, on va faire un petit historique sur comment on a pu observer les cellules, comment on a pu les voir, et comment on a pu savoir comment elles fonctionnaient. Ce petit historique qui va amener à découler à ce qu'on appelle la théorie cellulaire. Cette théorie cellulaire, elle stipule que la cellule est l'unité du vivant. Du coup, on va comprendre pourquoi c'est l'unité du vivant. Ensuite, on verra des caractéristiques de la cellule, avec tout d'abord la membrane plasmique qui sont les limites de la cellule. Tout ce qui concerne le noyau des cellules animales, par exemple. Ensuite, on verra un cas particulier chez les cellules animales et végétales, ce qu'on appelle la mitochondrie. On verra à quoi ça sert. Et enfin, on verra comment une cellule donne une autre cellule par un processus qui s'appelle la mitose. Voilà, c'est notre sommaire. Commençons. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. En 1665, il y a beaucoup d'années, plus de 300 ans, pas encore 400, on a la première description de cellules qui est faite par Monsieur Hooke, Robert de son prénom. On peut voir les cellules ici. Donc il a pris des végétaux. Il a pu observer ces cellules. Ce qu'on voit là, les petites limites là en quadrillage. Pourquoi cette
observation apparaît si tard, c'est que pour observer une cellule, il nous faut un microscope. D'ailleurs, c'est lui qui a même créé le microscope qui lui a permis d'observer les premières cellules. Ce microscope-là, donc qui est un peu vieux, mais il se met pas si mal, parce qu'une cellule, ça fait 10 micromètres, on verra après à quel point c'est petit, donc c'était pas si mal pour l'époque, et ainsi il a pu décrire les premières cellules. À l'époque, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, on connaissait pas trop tout ce qui touchait à l'infiniment petit, et donc ça posait des questions vis-à-vis qu'est-ce que c'était la cellule. Donc comme je l'ai dit, c'est un problème de taille pour observer la cellule. Donc, essayer de mieux se représenter à quel point c'est petit, voici une petite échelle. On a le millimètre pour référence. Le millimètre, c'est ce que vous utilisez pour tracer des traits, par exemple. Comme vous utilisez au collège où il fallait faire un trait de 3,5 cm. Donc il y avait 0,5 mm à faire en plus. Donc le millimètre, vous voyez que c'est extrêmement petit, on peut le voir à l'œil nu. Ensuite, en dessous, si on divise par 10, on a l'épaisseur d'un cheveu, qui est aux alentours de 100 micromètres pour les plus gros. Donc l'épaisseur d'un cheveu, c'est extrêmement fin. Donc c'est 100 micromètres. Et si on divise encore par 10, donc là on peut plus le voir à l'œil nu, c'est là où on arrive sur les premières cellules. Donc les cellules animales qui sont plus grosses que les autres cellules, enfin que les bactéries surtout, les cellules végétales sont aussi grosses. Et donc là on arrive à 10 microns, ce qui est très petit. Donc on a divisé par 10, puis on a divisé par 10. Donc c'est 100 fois plus petit que le petit millimètre que vous voyez sur votre équerre, votre règle gradouille. Si on divise encore par 10, là, on obtient une bactérie. Donc les bactéries sont un peu plus petites, enfin beaucoup plus petites que les cellules animales. Et là, si on divise par beaucoup, parce que micromètre, on peut se dire que c'est 10 puissance moins 6 mètres, si vous connaissez les puissances. Donc 10 puissance moins 6. Et là, nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. Donc c'est-à-dire qu'il y a 3 ordres de grandeur. Il faut faire 7, 8, 9. Donc ça fait 10 fois 10 fois 10. Donc c'est 1000 fois plus petit. L'ADN est 1000 fois plus petit que la taille d'une bactérie. L'ADN, la fameuse molécule qu'on verra tout à l'heure, c'est extrêmement petit. Ensuite, oups, j'ai fait une bêtise avec la notation. Oups, voilà. Passons à la suite de l'histoire. Donc l'histoire. En 1838, nous avons Matthias Jacob Schleiden et Theodor Schwann et d'autres scientifiques qui vont développer au cours du temps ce qu'on va appeler la théorie cellulaire. Avec les observations des cellules qui vont se multiplier, on va mieux comprendre leur rôle et c'est ce qui va aboutir à cette théorie. Cette théorie, en quoi elle consiste? Donc la théorie cellulaire peut se résumer en une phrase. Omnis cellula et cellula. Pour ceux qui ne parlent pas latin, ça veut dire que toutes les cellules proviennent d'une autre cellule. Et on va voir pourquoi. Tout d'abord, les premières observations qui ont été faites, c'est que tous les organismes vivants de l'époque qu'ils ont étudiés sont composés de cellules. Donc ils ont regardé les animaux, ils ont vu qu'il y a des cellules animales, comme celle-ci, les végétaux, comme avait vu Robert Hooke en la diapo précédente, il a vu des cellules végétales, et aussi les unicellulaires, où on va voir qu'elles sont composées de cellules aussi, même si à l'époque, c'est pas encore ce qui a été le plus observé. Donc tous les organismes sont composés de cellules, c'est le premier point de cette théorie. Sachant que, petit aparté, une théorie en science, c'est pas la théorie faite sur des suppositions comme quelqu'un dit j'ai une théorie sur comment le monde va finir. Non, c'est une théorie, c'est basé en science sur des preuves solides où des scientifiques ont essayé de réfuter ces preuves pendant longtemps. Et donc si la théorie tient encore debout quand elle a été énoncée 19e siècle, c'est que la théorie
et solide. Voilà, fin de la petite aparté. Deuxième point de la théorie cellulaire, la cellule est l'unité de base de la vie. Effectivement, là on va pas pouvoir le démontrer bien, mais vu que tous les êtres vivants sont composés de cellules, et que il faut au moins avoir une cellule pour créer la vie, on n'a pas d'observation de la vie en dehors des cellules, à part si certains considèrent les virus comme la vie, mais ça c'est ce qu'on pourra voir dans un autre cours. Et donc cette cellule, elle est composée de plusieurs choses, ce qui permet de faire la vie, c'est qu'elle a ce qu'on appelle une barrière semi-perméable, elle a une limite entre le soi, la cellule, et le non-soi, l'extérieur. Et donc cette limite où l'organisme contrôle les échanges avec l'extérieur définit la vie. On a aussi le fait qu'elle est capable de faire du métabolisme. Métabolisme, c'est quoi? C'est qu'elle va être capable de faire des réactions chimiques à l'intérieur d'elle-même, dont des réactions qui sont non spontanées, voilà. On dit non spontanées parce qu'elles ne se feraient pas comme ça dans la nature. Il faut des catalyseurs, qui sont appelés des enzymes, pour pouvoir faire ces réactions. Et donc ce métabolisme montre comment est fait le vivant. Enfin, la dernière chose qui fait que la cellule est l'unité de base de la vie, c'est qu'elle répond à la définition qu'elle est capable de se dupliquer. Une cellule peut donner une autre cellule quasiment identique, aux mutations près, en se divisant. Ce point amène au troisième point de la théorie cellulaire, c'est que toutes les cellules proviennent d'une autre cellule, via la duplication. C'est-à-dire qu'on a une cellule mère, ici, qui va pouvoir donner deux cellules filles. Cette cellule-là, et cette cellule-là. Donc les 3 points, tous les organismes vivants sont composés de cellules, la cellule est l'unité de base de la vie, et toutes les cellules proviennent d'une autre cellule, sont les fondements de la théorie cellulaire. Maintenant, voyons un peu comment fonctionne la cellule, en allant un peu plus dans les détails. Tout d'abord, une petite vue générale. Donc là, il va y avoir des termes qui peuvent sembler un peu nouveaux et un peu agressifs pour vous. On va prendre la cellule animale comme exemple, pour avoir un exemple qui vous parle, en pensant à vos propres cellules. La cellule est composée d'une membrane plasmique, donc comme on a vu, qui fait la limite entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur, c'est ce qui est qualifié de cytoplasme, et l'extérieur, c'est ce qu'on va appeler pour la cellule animale la matrice extracellulaire. On verra ça, pas ici, mais potentiellement dans un prochain cours. Ensuite, la cellule animale, elle possède un noyau, contrairement aux bactéries. Ce noyau, il est ici en rouge. C'est là où il y aura l'ADN, qu'on verra plus tard dans ce cours. On verra aussi comment on va passer de l'ADN aux protéines dans ce cours. La mitochondrie qu'on verra plus tard, elle est ici. Je vous la liste là comme ça. Bon, on va tout de suite commencer à s'intéresser à comment est faite la limite entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc on a ici notre limite, qui est appelée membrane plasmique, qui est bien la limite entre le cytoplasme et le milieu extérieur. Ici j'ai noté la matrice extracellulaire, parce que la matrice extracellulaire, comme son nom l'indique, est à l'extérieur de la cellule. Donc ça permet de faire l'isolation entre le soi, donc la cellule, et le non-soi. Et on va se demander comment ça marche, comment ça permet d'isoler, et on va voir aussi comment on a une isolation mais qui n'est pas parfaite. Donc, comment on peut mettre en évidence la composition d'une cellule? Et il y a une méthode qui a permis d'aider un peu à avoir une meilleure connaissance de la composition de ces membranes plasmiques. C'est ce qu'on appelle la cryofracture. Donc, cette méthode, ça consiste en quoi? On a notre cellule, on va la refroidir beaucoup. C'est-à-dire qu'elle va être mise dans ce qui s'appelle de l'azote liquide. L'azote liquide que j'ai pointé ici, donc N2 pour diazote. Et donc quand il est très froid, le
ce qu'on appelle le diazote, il va être liquide et il est beaucoup utilisé parce qu'il a un pouvoir réfrigérant sur plein de choses, dont ici la cellule. La cellule, du coup, elle va être gelée, donc cryo, froid, et ensuite on va la fracturer. On sait pas avec une, qu'on appelle ça, une petite épine comme vous faites pour la couture. C'est avec une lame très très fine. Il va y avoir une fracture de membrane plasmique. Et ensuite, la membrane plasmique, on peut étudier là où ça a cassé pour essayer de mieux comprendre comment ça marche. Donc là, il faut comprendre c'est quoi le résultat. Donc, ce qu'on étudie est extrêmement fin et ne peut pas être observé au microscope classique qu'on a vu, qui est le microscope optique. Donc, ce qui a été fait, c'est que la membrane, une fois qu'elle a été fracturée, elle a été marquée pour qu'elle puisse réagir à des faisceaux d'électrons qui vont la toucher. Ces faisceaux d'électrons, ils sont envoyés dans un microscope qu'on dit électronique à balayage. C'est pas important que vous connaissiez toute la théorie. Il faut juste savoir que ça permet de voir la 3D sur des structures extrêmement fines et de voir via comment les électrons ils ont touché la cible, les reliefs. Et donc c'est comme ça que ça vaut la 3D. Je reprends. Donc, on a nos électrons qui vont arriver ici, qui vont bombarder ici la membrane. Et comment ça va réagir vis-à-vis des aspérités, s'il y a des reliefs. On va pouvoir avoir retracé une image de comment ces électrons ont réagi vis-à-vis de la membrane, et on va pouvoir ainsi représenter à quoi ressemble la membrane. Mais donc, on peut observer des reliefs avec cette méthode. Et si vous faites gaffe ici, je peux mettre en rouge, on voit qu'il y a une limite là, entre une partie à gauche et une petite partie à droite. Et si vous avez les yeux fins, vous allez voir que la partie à droite, elle superpose la partie à gauche. Sachant qu'on a fait une fracture sur la membrane plasmique. En fait, cette limite-là, que je surligne, c'est là où ça a cassé. Et on va voir la partie supérieure de la membrane plasmique qui se situe à droite, et la partie inférieure de la membrane plasmique qui se situe à gauche, avec une partie là qui est partie lors de la fracture. Et donc ça permet de nous dire que la membrane plasmique elle est composée de 2 couches, une et deux, et qu'à l'intérieur de ces 2 couches, elles ont des aspérités. Si c'est assez petit, peut-être c'est pour vous c'est trop petit, mais il y a plein de petits points. Ces petits points, on verra après ce que c'est. Donc, cette observation, avec d'autres évidemment, vont permettre de connaître la composition chimique de la membrane, la composition spatiale, surtout pour cette technique. Et on va arriver à un modèle, qui est le modèle qu'on appelle de la bicouche lipidique. On va y aller calmement. Donc cette membrane plasmique qui est représentée ici, elle est composée, on va voir, de lipides. On va voir ce que ça implique. Donc je vous replace d'abord dans le schéma pour que vous ne soyez pas perdus. Déjà à l'échelle, 7,5 nanomètres, c'est très petit. C'est un peu plus grand que l'ADN. Donc ça explique pourquoi on ne peut pas le voir au microscope optique, c'est trop petit. Ensuite, ce qui est en haut, c'est ce qu'on se souvient, la matrice extracellulaire, donc le milieu extérieur. Il est aqueux, comme je l'ai représenté avec ces molécules d'eau là. On a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, donc c'est des molécules d'eau. Ces molécules d'eau, elles sont isolées par la membrane, on verra pourquoi. Et on a ici le milieu interne, cytoplasme, qui lui aussi est aqueux. Les cellules ont besoin d'eau pour vivre, c'est assez connu. Voilà, oxygène, hydrogène, je ne sais pas écrire, c'est pas facile. Donc on a nos molécules d'eau. Donc pourquoi la membrane, elle isole les éléments? C'est parce qu'elle est faite de ce qu'on va appeler des phospholipides. Phospholipides, c'est ce que je vais entourer là. Phospholipides, ils sont connus parce qu'ils ont une partie qu'on va qualifier d'hydrophile. Donc si on traduit littéralement, c'est M l'eau. C'est-à-dire que il va y avoir des liaisons qui vont se faire
entre l'eau et cette partie-là, des parties qu'on va qualifier d'hydrophobes, donc comme une phobie, qui ne sont pas attirées par l'eau. Là, il faut s'imaginer pourquoi ça marche comme ça. C'est parce que les lipides, de base, ils sont hydrophobes. Si vous mettez de l'huile dans votre eau pour chauffer vos pâtes, toute l'huile, vous voyez bien qu'elle ne se mélange pas à l'eau. Et bien là, c'est pareil. La partie qui est hydrophobe, elle veut pas se mélanger à l'eau. Enfin, c'est pas qu'elle veut pas, elle va pas se mélanger à l'eau. Elle n'a pas de volonté. Et donc, tout ce qui est aqueux, sur ces phospholipides, il y a une partie qui, elle, peut se mélanger, enfin, pas se mélanger, mais peut être en contact avec l'eau. Et donc, spontanément, on va avoir des phospholipides qui vont entourer une tête comme ça, et dans l'autre sens, sur le milieu interne, on va avoir la tête ici qui va s'entourer dans l'autre sens vers l'eau, et pouvoir faire des liaisons. Et donc on a comme ça une membrane qui isole deux milieux aqueux, qui peuvent avoir une composition différente, du fait qu'il y a les lipides à l'intérieur, qui sont hydrophobes au milieu, donc la molécule d'eau et les molécules qui sont liées à l'eau ne peuvent pas passer, couplées à des molécules hydrophiles qui font que la membrane est stable et qu'il y a quand même des liaisons avec le milieu intérieur et extérieur. Voilà. Ensuite, on a vu cette composition en lipides, mais le problème c'est, vu comme ça, on a l'impression qu'il n'y a aucun élément qui peut passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, et inversement. Là, on a l'impression que rien ne passe. Mais il va y avoir des petits éléments qui peuvent passer via l'utilisation, dans le mauvais sens, de protéines. C'est ce que j'ai fait en orange. Ça, c'est une protéine. Voilà, une protéine. Et elle va permettre de faire que la membrane, elle n'est pas imperméable. On va la qualifier de semi-perméable, parce qu'elle va laisser passer que quelques éléments. On se retrouve dans notre membrane, on a toujours matrice extracellulaire, le milieu extérieur de la cellule, et le cytoplasme, le milieu intérieur de la cellule. On a nos phospholipides ici et là qui sont collés par leur partie hydrophobe, isolés au milieu aqueux extracellulaire et intracellulaire. Et donc nettement, si on regarde les onces sodium qui sont essentielles pour la vie, là, ils ne peuvent pas passer par là. C'est pas possible. Ils peuvent se coller à la partie hydrophile, mais tout ce qui est hydrophobe, ils ne pourraient pas passer par ces phospholipides. Ce qui fait qu'il y a des protéines dans les cellules qui permettent tout de même leur mobilité. On voit ici qu'il y a beaucoup de sodium, ce qui va créer ce qu'on appelle un gradient de concentration. Le gradient, il va faire que les sodiums ils vont se déplacer par là, préférentiellement, c'est juste logique, c'est si on a beaucoup de choses d'un côté, elles vont tendance à se déplacer lorsqu'elles vont s'agiter vers l'autre côté où il y a peu de ces éléments. Et donc cette protéine qui est spécifique va laisser passer quelques onces sodium. Donc les onces sodium vont pouvoir rentrer dans la cellule. Et donc il y a énormément de protéines dans une membrane plasmique. Et c'est ce qui va permettre de faire des échanges avec l'extérieur qui vont pouvoir permettre d'avoir les nutriments nécessaires à la survie de la cellule et d'évacuer les déchets. Voilà, ça c'était pour la membrane plasmique. Bilan, un petit bilan sur la membrane. Tout d'abord, on a vu que la membrane plasmique, c'était la limite de la cellule. Ici, elle était en interface entre le milieu extérieur et intérieur, notre fameux milieu extracellulaire et notre cytoplasme. Cette membrane, on a vu qu'elle était composée en lipides et en protéines. Les lipides qui permettent de faire une membrane qui était imperméable, et les protéines qui permettent de faire passer quelques ions, quelques éléments même, de manière sélective. Et donc ces éléments de manière sélective, c'est ce qui contrôle les échanges. Donc on a une cellule qui va contrôler ces échanges avec le milieu extérieur, et ce qui est un peu la définition de la vie. Ensuite, on va passer à une autre partie intérieure. Donc ce qu'on voyait sur la première photo, si vous vous souvenez,
où on avait ce qui était violet chez le tissu épithélial, c'est le noyau. Et on va voir en quoi c'est le support de l'information génétique. Et pourquoi cette information c'est si importante pour le développement de la cellule. Donc là, on se retrouve encore avec une observation au microscope, pas un microscope électronique à balayage ici, mais un microscope électronique à transmission. C'est la même chose, sauf qu'on va pas voir ici la 3D, on est sur un plan 2D, où on va voir les éléments qui vont être un peu plus visibles, comme par exemple ici, ou là. Donc, petit aparté, on voit que la cellule n'est pas faite de tant de liquide où il n'y a rien dedans. En fait, tout ce que vous voyez ici, c'est un peu la compartimentation à l'intérieur de la cellule. Je vais pas développer plus que ça pour l'instant, mais vous voyez plein de petites choses qu'on qualifie d'organiques, qui sont les éléments à l'intérieur de la cellule. Revenons au noyau, et voyons un peu de quoi il est fait. Donc je vous laisse garder cette image-là en tête. Passons au modèle, le schéma. Oula, c'est trop loin. Voilà, donc notre noyau, si vous vous souvenez du petit schéma du début, il est comme ça. C'est le noyau. Donc là, c'est très simplifié, hein. J'ai juste fait une boule rouge. Et si on fait un zoom sur ce noyau, on voit qu'il est composé de plusieurs choses. Déjà, il y a ce qu'on appelle le nucléole au centre, ici. Donc on va pas trop rentrer dans les détails là-dessus. On a ce qu'on appelle la chromatine, ici. On va dire très simplement que c'est l'ADN qui va être condensé ou non. On verra plus tard ce que ça implique. On a la membrane du noyau. Et on voit que cette membrane, elle fait pas tout le tour, elle est pas partout pareil. En fait, il y a des trous. On va appeler pores nucléaires. Et ces trous, ils vont permettre à certaines molécules de pouvoir sortir du noyau et donc d'être utilisées dans le cytoplasme. C'est ce qu'on va voir maintenant avec l'ADN. Donc l'ADN, il est contenu dans ce noyau, dans la chromatine, ce que je vous ai présenté précédemment. Donc c'est la première phrase. Pourquoi c'est la molécule de l'information? On va le voir. Déjà, de quoi il est composé? On a une fameuse double hélice ici, avec un brin et un deuxième brin. Au sein de ces hélices, on a des liens on a des sortes de ponts là, tous les petits éléments qui sont représentés ici. Et en fait, ces ponts, c'est quoi? C'est des bases qui vont former le code génétique. Ces bases qui forment le code génétique, elles s'associent deux par deux. On voit ici le rouge il va avec le vert, le rouge il va avec le vert, le vert il va avec le rouge, le bleu il va avec l'orange. Et en fait, c'est qu'on a des bases qui vont ensemble. On s'en fiche un peu des noms. C'est plus pour représenter. Donc rouge va avec vert, donc ça veut dire que adénine va avec thymine. Et orange va avec bleu, ça veut dire que cytosine va avec guanine. Et en fait, ces bases-là vont pouvoir être utilisées, être décryptées pour former des protéines. On va voir plus tard. Enfin, en fait, non, c'est déjà écrit là. Je me souviens plus de ce que j'ai écrit. Donc ces bases, elles sont importantes, elles forment ce qu'on appelle le code génétique. Il est codé du coup en 4 bases. Ces bases vont ensuite être lues 3 par 3. On verra pas ça dans le détail. C'est ce qui va permettre de faire de nombreux éléments et ainsi de faire beaucoup de protéines. Il faut imaginer un peu un code comme le binaire. Vous avez des 0, des 1, des 0, des 1. Sauf que là, au lieu d'avoir des 0, des 1, c'est comme si vous avez des 0, 1, 2, 3, 3. Et qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Et que ça permet de faire énormément de protéines possibles et donc de faire énormément de fonctions dans la cellule. On va s'arrêter là, pour rester clair, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop. Ensuite, l'ADN, donc je viens de le dire, il permet de faire les protéines. On va y aller doucement. Donc l'ADN, il est ici, il est dans le noyau. On a vu que les bases, elles étaient attachées ici, on dit appariées, donc elles forment des sortes de ponts au sein de la double hélice qu'est l'ADN. Et donc d'abord,
cet ADN, il ne peut pas sortir tout seul du noyau. Il ne peut pas sortir, il est pas condamné, mais il est obligé de rester à l'intérieur. Les pores nucléaires ne permettent pas sa sortie. Donc la première chose qui est faite, c'est une première étape qui s'appelle la transcription. C'est qu'on va passer de ce qu'on appelle l'ADN à l'ARN. Donc l'ADN à l'ARN, c'est qu'on prend un seul brin. L'ARN est fait d'un seul brin, donc il n'y a pas de pont avec un autre brin. Et si vous faites attention à ce que j'ai fait, je me suis trompé. On va pas faire attention à ce que j'ai fait. Mais en fait, ce qui fait l'ARN, c'est une copie d'un des deux brins. Il y a une copie d'un des deux brins qui n'est pas tout à fait exacte parce qu'il y a une base qui n'est pas présente dans l'ARN, mais on ne va pas parler de ça pour l'instant. Donc il fait, de manière simple, ça fait une copie d'un des deux brins. On a un seul brin, et ce brin va pouvoir passer par les pores nucléaires de la membrane du noyau. Ensuite, en passant par ces pores nucléaires, j'avais oublié qu'on y avait ça, il va pouvoir s'effectuer une traduction. Donc ce qu'on va traduire, ce brin qui est codé en 4 bases, en ce qu'on va appeler des acides aminés. Comme je l'avais dit plus précédemment, ça va être codé 3 par 3. Donc il faut imaginer comme ça. Et donc ces 3 par 3 pourraient donner 4 fois 4, donc 4 puissance 3, 64 possibilités. Ce qu'on va appeler des acides aminés. Et ces acides aminés, bon, il n'y en a pas 64, il n'y en a que 20 possibles, parce qu'il y a des codons qui vont donner les mêmes acides aminés, mais ça c'est un détail. Ensuite, ces acides aminés, ils vont être liés ensemble, et c'est comme ça qu'on forme des protéines. C'est comme ça qu'on forme des protéines qui vont avoir des fonctions différentes. Donc l'ADN, il sert à coder des protéines. C'est pour ça qu'il est le support de l'information génétique. Ensuite, on va voir un petit cas, parce que là on a vu comment c'est fait les limites de la cellule, avec une membrane semi-perméable. On a vu que l'ADN c'était le support de l'information génétique et qui était utile à coder des protéines qui faisaient des actions dans la cellule. Maintenant, on va voir comment la cellule produit son énergie finalement. Je me suis trompé dans... On revient un petit peu. J'ai fait une transition trop ambitieuse. On va rester sur les protéines. Donc je l'ai dit, c'est les outils de la cellule. On a vu pour l'instant que ce cas-là, donc transport membranaire, c'est quand vous avez vu, si vous vous souvenez, ces nos ions Na+, donc le sodium, qui passaient de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Ça, c'était avec des protéines. Mais en fait, les protéines, elles permettent de faire plein d'autres choses dans la cellule. Par exemple, quand il y a des protéines qui sont synthétisées ici, et qu'elles permettent de faire quelque chose à l'extérieur de la membrane, d'autres protéines vont pouvoir les amener par des vésicules, les passer par ce petite chose qu'on appelle l'appareil de Golgi, et ensuite elles vont pouvoir être éjectées en dehors de la cellule. On a d'autres protéines qui vont faire ce qu'on appelle le métabolisme de la cellule, j'en ai parlé précédemment. Donc c'est la formation et la dégradation de molécules. C'est un peu l'usine de réaction chimique. Donc les protéines, c'est extrêmement important pour la cellule. D'ailleurs, quand on les a découvertes, on les a appelées protéines. J'ai plus exactement l'étymologie, mais c'est pour dire, en gros, ça signifie que c'est la chose la plus importante, la première chose. Voilà. Donc maintenant, on va finalement voir comment la cellule fait de l'énergie pour faire ces réactions qui sont parfois non spontanées. Donc ça veut dire qu'il faut amener de l'énergie pour que les réactions chimiques se fassent en faveur de la cellule. Voilà, là cette fois la transition est réussie. Donc c'est ce qu'on va appeler chez nous la mitochondrie. C'est ce qu'on va appeler un petit organite qui est présent dans nos cellules. On retrouve notre observation microscope toujours électronique à transmission, comme la photo du noyau. Donc notre mitochondrie, c'est ce que vous voyez au milieu, ce que j'encadre ici. On va voir qu'il y a plein de petites choses à l'intérieur. On va les décrire dans un schéma qui va être plus simple pour vous à appréhender. Tout d'abord, la mitochondrie, on la qualifie d'usine de la cellule. On va voir pourquoi. Déjà, de quoi elle est faite?
Elle est faite de ce qu'on appelle une membrane externe, donc elle a une limite avec l'extérieur, donc qui est l'intérieur de la cellule. L'extérieur pour elle, c'est le milieu intracellulaire, le cytoplasme. Elle a un espace intermembranaire. On va pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous sachiez. Ensuite, il y a une membrane interne, ce qui fait qu'on a une grande épaisseur ici entre membrane interne et externe. Et on a l'intérieur qui va être qualifié de matrice. Pourquoi la mitochondrie, c'est l'usine de la cellule? Si on prend le cas des humains, quand vous respirez, vous ingérez du dioxygène. Ce dioxygène, si vous connaissez vos cours, il va passer dans les trachées, dans les bronches, les bronchioles, passer dans les alvéoles pulmonaires, et ensuite il va aller dans le sang. Mais en fait, là vous avez juste ce qu'on appelle respiration à ce niveau-là, c'est juste d'avoir du dioxygène. Mais après, ce dioxygène, il est dans le sang, il va être transporté par des globules rouges, qui ont des hémoglobines à l'intérieur. Ce dioxygène, il va être le fuel de la mitochondrie, avec d'autres éléments, pour pouvoir produire de l'énergie. Donc ce dioxygène, quand il va entrer en mitochondrie, il va passer par une chaîne de suite de réactions bien compliquée, qu'on ne détaillera pas là, et donc ça va produire de l'énergie, qu'on peut schématiser par ce E très mal fait, sous forme de ce qu'on va appeler une molécule qui s'appelle ATP. C'est comme ça que la cellule peut produire de l'énergie à l'intérieur d'elle et pouvoir faire plein de réactions, comme favoriser de la formation de nouvelles protéines, ce qui a un coût énergétique. Le dioxygène qui arrive dans la mitochondrie avec d'autres éléments, d'autres réactions que je ne détaille pas ici, ça va produire un déchet qui est assez connu, qui est le dioxyde de carbone. C'est le gaz que vous expirez en majorité, enfin pas en majorité, que vous expirez un peu lorsque vous expirez. Il est issu du coup de ce qu'on appelle la respiration cellulaire, la respiration à l'intérieur de nos cellules, donc qui est évacué lorsqu'on expire. J'ai pas grand chose de plus à dire. Donc là, on a bien vu que la mitochondrie, c'était l'usine de nos cellules. C'est ici qu'est fabriquée l'énergie qui va être utilisée pour la cellule. Voilà. Un petit bilan avant de passer à la mitose. On a vu là que on avait bien une membrane qui permettait de faire une limite entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. On a des protéines qui sont faites grâce à l'ADN qui permettent de faire plein d'actions dans la cellule et faire en sorte qu'elle puisse vivre. Et ces protéines, quand l'énergie qui est nécessaire à leur utilisation, il est produit au sein d'une usine, on peut appeler une usine cellulaire, qui est la mitochondrie. Maintenant, la dernière question qui nous reste à répondre, c'est comment, à partir d'une cellule, on peut en faire une deuxième. Et bien, c'est ce qu'on appelle la mitose chez nous. On ne parlera pas des bactéries, c'est des mécanismes différents. Cette mitose permet de la formation, donc, comme je l'ai dit, de nouvelles cellules. Et on peut voir cette mitose en action sur des racines d'oignon. C'est un TP qui est assez courant au lycée, où on utilise des racines d'oignon qu'on coupe, et en fait elles sont en train de grandir. Donc pour grandir, ces racines d'oignon, elles vont faire plein de mitoses. Donc on peut observer à un instant T, des instants de la division cellulaire, et donc la formation de nouvelles cellules. Vous voyez ici une cellule classique, où vous n'avez pas la fin. On a ici la membrane, ici le cytoplasme, et bien foncé, le noyau. Et en fait, il y a cette cellule-là, qui est un peu particulière, juste à côté. Vous voyez toujours la membrane, vous voyez toujours le cytoplasme, mais là, il n'y a pas de noyau. Là, on voit pas de noyau dense. On voit des choses qui semblent bouger, qui semblent partir ici à gauche et ici à droite. Donc ça pose des questions, parce que si on continue ce mouvement, on imagine qu'il pourrait avoir une barrière ici, et donc on a une formation de deux cellules, avec une seule cellule. Et bien on va voir maintenant comment ça se passe, en schéma, que ça soit plus simple à comprendre. Donc,
Déjà, notre première cellule, qui s'est barrée pour représenter les cellules, alors cellule 1, cellule animale, tout ce qu'il y a plus de classique. On a notre noyau ici, classique, comme on voyait dans la photographie d'avant. Ce noyau, il est fait d'ADN. Cet ADN va d'abord être condensé sous forme de ce qu'on appelle des chromosomes. Donc c'est les fameux X que vous voyez si vous avez vu des exemples de karyotypes. Ces chromosomes, ils sont présents en fait que lorsque la cellule se divise. Ça permet d'avoir une information génétique qui va être séparée de manière équitable entre les deux cellules, sans dégradation de l'information génétique. On a ici les chromosomes qui sont formés là. Ces chromosomes, ils vont être mis dans un plan qu'on va appeler plan équatorial. Là, au niveau de la cellule, je ne veux pas noter, désolé. Plan équatorial. On a des protéines qu'on va appeler le cytosquelette, qui s'appelle le cytosquelette, qui vont permettre de s'attacher à ces chromosomes et de venir séparer ces chromosomes pour séparer de manière identique ces chromosomes. On va avoir une partie qui se représente là et une partie qui se représente là. Et en fait, cette face-là, c'est ce que vous voyez ici. Moi, j'ai représenté que 2 chromosomes, mais en fait, il y en a plein. Ce qui fait que là, on voit tout ça. Ça, c'est des chromosomes. Ça, c'est des chromosomes. Voilà. Et une fois qu'on a séparé cette information génétique, l'ADN va être décondensé et remis sous forme de noyau. Et on va pouvoir former 2 cellules. C'est ainsi que la cellule représente l'unité du vivant parce qu'elle est... On va passer direct à la conclusion, pardon. Petit bilan général. Pourquoi la cellule, c'est l'unité du vivant? Bon, déjà, première question, le vivant, il est composé de cellules, c'est l'unité du vivant, mais comment ça se traduit de manière classique? Déjà, elles sont capables d'être isolées du milieu extérieur et de faire des échanges spécifiques avec ce milieu extérieur. De plus, ce sont des usines de réactions chimiques, comme on a vu avec la mitochondrie. Ça permet de faire plein de réactions intérieures, même des réactions non spontanées avec l'utilisation d'énergie dans les mitochondries. Et on voit que ça a une capacité de duplication. Une cellule, c'est pas comme votre caillou, vous pouvez pas dupliquer votre caillou. La cellule, elle peut se dupliquer d'elle-même si elle a les ressources adéquates. Et donc voilà, c'est la fin de ce cours sur la cellule. Merci de m'avoir écouté. Essayez de pas donner votre avis sur les choses qui ont été moins claires. Il y a des fois au moment où je me suis senti que j'étais un peu plus embrouillé par rapport à la vidéo. Dites-moi si vous aimez ce genre de cours. C'est un premier test pour moi de faire une vidéo aussi longue. Là, on est sur 44 minutes d'enregistrement. C'est un peu long. On n'est plus à 30 secondes près. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Likez, partagez, abonnez-vous si vous aimez ce que je fais. Et salut!